Yo les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Rebuts du Catch et aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon top 17 de mes matchs de l'année. Aujourd'hui on va parler de mes 17 matchs de l'année qui m'ont plu, avec en plus de ça 5 matchs, 5 mentions honorables que je vais vous donner très rapidement. C'est un top 17 qui m'a pris beaucoup de temps à faire parce que beaucoup de catcheurs. C'est aussi un top 17 qui est sorti en avant-première pour les abonnés, les souscrits à la chaîne Les Rebuts du Catch au niveau de l'abonnement payant que vous pouvez en profiter hein, si c'est pas déjà fait. Ils l'ont vu à peu près une semaine à l'avance. Les choses importantes à dire pour ce top, c'est comme le top 17 des catcheurs, c'est un top 100% subjectif qui est basé à 80% de l'investissement qu'il y a eu pendant le match, pendant le show et tout ça. Il y a beaucoup de VVE, beaucoup de VVE. Il y a surprenamment beaucoup de hors VVE aussi. Mon top 3 est composé de 2 hors VVE. Mon top 4 est aussi un hors VVE. Et un peu plus bas, il y a un peu de New Japan qui se balade. Mais voilà, j'ai pris toutes les notes devant moi pour vous parler. Je vais essayer d'aller le plus bref possible. C'est une vidéo qui va pas être montée comme celle que vous connaissez sur mon top 17 de mes catcheurs. Elle sera un peu plus montée dans l'idée de vous faire juste une vidéo comme ça, vous et moi. Je sais même pas si je vais mettre des images. Je vais juste, je pense, condenser le plus possible cette vidéo top 17. J'espère juste que ça vous plaira. Il y aura pas grand montage, mais l'important c'est le contenu, l'important c'est ce que je dis. Donc j'espère que ça vous plaira. On commence 17 avec les quelques mentions honorables. La première mention honorable, c'est AJ Styles contre Sami Zayn, contre Jeff Hardy à Clash of Champions 2020. C'est un match qui m'avait beaucoup plu sur l'idée de l'intelligence du match. Malheureusement, pour moi, il manque un gros problème dans ce match, c'est que la fin est très intelligente. On est d'accord, le match est un gros spot fest plus qu'autre chose. Il y a beaucoup de spots. Mais moi, je trouve qu'il manque les. J'ai l'impression que c'est un spot par-ci, un spot par-là, un autre spot par-là. La fin est écrite. Mais que pendant le match, il manque des trucs pour relier. J'aime beaucoup ce match, mais il manque ce truc de. Ah, qu'est-ce que c'était bon. Et c'est exactement pareil pour la deuxième mention honorable, qui est le Fatal 4-Way Iron Man match qu'on nous avait annoncé à NXT Super Thursday, je crois. Super Tuesday, juste après l'annonce de Karrion Kross qui devait abandonner le titre. C'est Adam Cole contre Finn Balor, contre Johnny Gargano, contre Tommaso Ciampa. Il manque un truc dans ce match. Et là, aucun rapport au style Zayn Hardy, on est d'accord. C'est pas la même chose qui me manque, mais il me manque encore un truc dans ce match. Peut-être le côté drama, peut-être le côté. Il manque un truc qui me dérange en fait, c'est qu'ils sont 4 et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de lenteur pour un Iron Man match où ils sont 4 quoi. Et la fin par contre me dérange pas du tout. Là je l'ai pas mis dans les mentions honorables ni dans les matchs, ni dans mon top 17, mais le Finn Balor Adam Cole qu'on avait eu une semaine après aurait pu largement être dans les mentions honorables sans aucun doute. Donc c'est quand même un très bon Fatal 4-Way, mais avec l'attente que j'avais, ça m'a un peu déçu. Le troisième mention honorable, c'est les Pretty Bastards contre Montero Salem. Je voulais absolument le mettre. Ça s'est déroulé lors de la nuit 2 d'APC Night. Ça s'est déroulé lors de la nuit 1 d'APC Night Fight for Paris plutôt. C'était un match que j'ai trouvé super chouette. Il est très long. Et pour moi, l'investissement dans ce match est à 80 000%. Ce match, j'étais investi comme un gros connard, on va le dire clairement. J'étais investi de ouf dans ce match parce que sincèrement, pour moi, Montero Salem pouvait remporter le titre des XV Tag. Et c'est beau quand on arrive à croire à ce point-là que Montero Salem peuvent prendre les titres à la VXV. C'est que vraiment ils ont réussi à nous mettre dans le match et c'était super bien, hein. C'était super bien, un super boulot des Pretty Bastards et de Montero Salem, surtout de Montero Salem, qui ont été incroyables, qui ont été des babyface incroyables. Le quatrième match que j'ai décidé de mettre dans ces mentions honorables, c'est Daniel Bryan contre The Fiend au Royal Rumble 2020, qui est un match qui m'a tout particulièrement plu dans l'histoire qui a été racontée. C'est un des seuls matchs du Fiend qui m'intéresse, il faut être clair là-dessus, c'est un des seuls matchs du film qui m'intéresse. Bryan est le meilleur babyface que je connais actuellement sur Terre. Pour moi, c'est le meilleur. Il n'y a personne qui peut détrôner Daniel Bryan. On en reparle pour le WrestleMania 37 où il va y aller en tant que babyface à Mania face à Roman Reigns. J'en suis persuadé. On en rediscute très bientôt sur une vidéo dédiée à la carte de WrestleMania.
Et la 5e mention honorable, c'est toujours au Royal Rumble. C'est le Royal Rumble match. Pour moi, je ne pouvais pas le classer avec les autres. Mais pour moi, c'est un match tellement important dans l'écriture qui se passera après, dans l'écriture du match, dans l'histoire racontée avec ce match, avec Lesnar qui domine pendant une grande partie. Puis ce Drew McIntyre qui arrive pour sauver les autres. Et en fait, on a une partie de match qui est totalement logique. Il y a le retour de Edge, il y a tout. Dans ce match, il y a tout. J'adore ce match. Donc voilà pour mes 5 mentions honorables. Et on va pouvoir passer à mon top 17 dès maintenant. Et mon top 17, c'est Jon Moxley contre Brody Lee à Double or Nothing 2020. C'est un match que j'ai décidé de mettre pour la condition actuelle que vous connaissez tous. Brody Lee qui est décédé malheureusement il y a 1 ou 2 semaines, juste avant, entre Noël et Nouvel An si je ne me trompe pas. Malheureusement Brody Lee nous a quittés et je voulais mettre un match de Brody Lee et ce match m'a extrêmement marqué. Il n'était pas prévu de base pour être honnête avec vous, mais je trouvais que c'était le bon endroit où il devait se retrouver. En 17e position, c'est un 4.25 étoiles de la part de Dave Mesler et c'est un 8.12 de Cage Match. Je vous ai pris les notes Cage Match et de Dave Mesler, mais voilà, pour moi il avait sa place. C'est un match de brawler comme on s'y attendait. Malheureusement Brody Lee n'avait pas cette place de challenger pur et dur, mais le match en lui-même est super. En plus, c'est par décision arbitrale que le match se termine suite au DDT, au Dutch Deeds de Moxley, si je me trompe pas, dans le faux sol. En fait, juste avant le Stampede match, c'était vachement bien. C'était très très bien. C'était pour moi une des meilleures performances de Moxley pendant son règne, voire la meilleure. Donc un gros coup de cœur sur ce match. On passe au 16e match, Rhea Ripley contre Yoshirai contre Charlotte Flair, NXT In Your House 2020. 4.25 de la part de Dave Mesler et un 8.22 de la part de Cage Match. C'est un match qui à la fois m'a extrêmement plu, dans ce côté rapide, dans ce côté... c'est que des top stars, c'est Rhea Ripley, c'est Yoshirai, c'est Charlotte, c'est des meufs que j'aime les voir sur le ring. Maintenant, j'étais pas autant investi en Yoshirai que j'y suis maintenant. J'étais très, très, très sur la touche avec Yoshirai en mode ouais, essaie de t'américaniser un peu et peut-être que j'arriverai à accrocher. Mais là, j'ai encore beaucoup de mal. Surtout qu'on terminait le règne de Charlotte. On reprenait pas avec Rhea Ripley. Moi, ça me posait un peu problème. Mais le match est très bon. Pour moi, il y a quelques ratures dans ce match. Quelques petits trucs brouillons, on va dire, où ça aurait pu être plus beau, ça aurait pu être plus simplifié, ça aurait pu être... Voilà. Mais ça me dérange pas, ce match est quand même un super match féminin qu'on a eu cette année, un des super matchs féminins qu'on a eu cette année, parce que pour le coup on en a eu beaucoup. Place le top 15 de mon top 17, c'est Kevin Owens contre Roman Reigns à Chelsea 2020, le match qui a eu lieu il y a un mois. C'est un 4.5 étoiles par l'ami Dave Mesler et c'est un 8.69 de la part de Cage Match. C'est un match que j'ai trouvé incroyable dans son storytelling. Que ça soit le storytelling avant match, la storyline... La storyline complète est juste incroyable. Le storytelling dans le match est superbe. On y croit pour Kevin Owens. Le match est in-ringment superbe. Non, le match là, il n'y a rien à dire. Il est trop bien, quoi. Et l'investissement a été, je pense, à cause de la fatigue, un peu moindre que les autres. Mais j'ai surkiffé ma race. Ce match est une clinique de bonne histoire racontée en un seul match. C'est superbe. Pour mon top 14, c'est Drew Gulak contre Daniel Bryan, Elimination Chamber 2020. C'est un match que j'ai adoré. C'est pour moi le match le plus underrated de l'année. Le plus sous-estimé de l'année parce qu'on n'en parle limite plus alors que ce match est incroyable. Il a été prévu une semaine à l'avance en mode Drew Gulak qui essaye de défier Bryan. Parce que pour lui, Bryan est un mentor et il l'a analysé. Il est persuadé qu'il peut le battre. Fin de compte, Bryan a réussi à battre Drew Gulak, si je ne me trompe pas, c'est Bryan qui bat Drew Gulak sur un match incroyable qui ouvre Elimination Chamber de la meilleure des façons. Ensuite, ils partent un peu en équipe, c'est super chouette. Le match a été noté 4 étoiles par Dave Mesler et 8.32 par Cage Match. C'est un match que je kiffe et que j'irai revoir sans aucun doute parce que c'est un chef-d'œuvre de technicité. C'est un chef-d'œuvre de technicité. On raconte l'histoire super bien. L'histoire est simple. Drew Gulak qui veut battre son mentor et celui qu'il a analysé dans des vidéos depuis des années, quoi. Parce que c'est deux super techniciens et Drew Gulak était intéressant au moment-là. Drew Gulak était intéressant. Donc voilà pour mon top 14. Pour mon top 13, c'est le premier match de Finn Balor et j'aurais pensé qu'il n'y aurait eu qu'un seul match de Balor. C'est Finn Balor contre Damian Priest à NXT In Your House 2020.
Le match a eu seulement 3,75, mais a été noté, non, il n'y a pas de mais, il a été noté 7,51 du côté de Cage Match. J'ai surkiffé ce match. Je ne pouvais pas voir Damien Priest avant, je ne pouvais pas le voir en weekly, je ne pouvais pas le voir en pay-per-view, je détestais ce qu'il faisait. H24, je ne pouvais pas voir Damien Priest. Puis est arrivé ce moment où Finn Balor a offert ce match à Damien Priest et je pensais pas que les deux styles auraient été aussi compatibles. Je détestais la rivalité, mais j'ai kiffé le match. L'investissement que j'ai eu pendant le match, j'étais là en mode qu'est-ce qu'ils sont en train de nous sortir. Finn Balor, ça n'a jamais été vraiment mon kiff. En tout cas, le Finn Balor de NXT m'a jamais vraiment été mon kiff. Genre son match contre Gargano me restera pas en tête. Damien Priest n'a jamais été mon kiff. Il sortait de la rivalité avec Kesley qui était horrible pour le titre nord-américain que j'ai détesté. Et là on a un match comme ça, j'étais là en mode waouh, c'est trop bien. Et c'est depuis là que je surkiffe Damien Priest, c'est depuis là que je suis tombé amoureux de ce mec, parce qu'en fait ce mec a un vrai talent quoi. Et j'aime vraiment beaucoup Damien Priest, et Finn Balor aussi. C'est pour ça que ce match est aussi haut, en 13e place. Donc voilà. On passe au top 12 et on arrive déjà à un match féminin très consistant de l'année. On arrive à Sasha Banks contre Bayley en Hell in a Cell match à Hell in a Cell 2020. C'est un 4.25 étoiles par Dave Mesler et un 8.82 par Cage Match. Il est plus à cette place-là par déception que par admiration pour ce match. Ce match est superbe. Je m'y attendais, mais je trouve pas qu'il vieillit mal, parce que c'est compliqué. Le match a 2 mois, mais c'est pas qu'il vieillit mal, mais que c'est... Il y a ce truc de... Vous savez, vous le sentez, vous dites... En fait, le match-là, il était bien sur le moment, mais si je le reverrais, est-ce que je kifferais autant ? Le match est super bien. Il y a des... Sasha Banks, c'est une bête d'invention de prise. Elle est incroyable dans ce domaine. Elle invente des movesets dans la Cell match à la perfection, vraiment. Mais le problème, c'est que quand j'y repense, je me fais mais ce match était un peu brouillon. Et moi j'ai un autre gros problème, c'est que avant peut-être que je préférais les matchs à stipulation. Maintenant je suis très très match basique, 1 contre 1, singles match, parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de mieux. Et quand on utilise des artifices un peu comme ce Hell in a Cell match, bah, j'ai du mal à le classer, j'ai extrêmement de mal à le classer. Et je crois que c'est le dernier match à stipulation. Je crois que c'est le dernier match à stipulation de ce show. À stipulation différente, hardcore un peu. Ouais, c'est le dernier match de stipulation. C'est le dernier et le seul match, je dirais même. Ah bah non, le Chelsea match entre Kevin Owens et Reigns. Mais voilà, moi, c'est ce genre de choses qui peut me déranger. C'est que si c'est pas un singles match basique ou un OGQ, mais qu'on s'attaque pas sur des objets, ça peut ne pas me déranger. Là, ça m'a dérangé que ce match soit vraiment tourné autour des objets, parce que je sais qu'en un contrat ça aurait été superbe. Et c'est peut-être ce qui me dérange. C'est peut-être ce qui me dérange le plus dans ce match. Mais il a quand même une très belle place de 12e. Et on passe à la 11e place. Et c'est aussi un match féminin. On en continue. Les matchs féminins, c'est Yoshi Rai contre Sasha Banks. J'ai à NXT Great American Bash. Ça doit être la nuit 2, si je me trompe pas. J'ai adoré ce match parce que pourtant il a pris qu'un 3.75 et un... oui, 3.75 étoiles par Dave Mesler et un 7.86 par la note Cage Match. On rappelle les notes Cage Match, j'ai des notes votées par tout le monde, on l'oublie pas. Mais c'est un match qui m'a scotché. J'étais là, je fais ah, c'est trop bien. Et c'est le premier match qui m'a fait dire ok, Sasha Banks a été s'entraîner du côté de la Sendai, si je me trompe pas, Meiko Satomura, c'est ça. Elle a été s'entraîner avec Meiko Satomura, ça se voit. Ça se voit énormément qu'elle a été s'entraîner avec Meiko Satomura. Et ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Et son style, ça marie super bien avec celui de Yoshirai. La story autour, parce que c'était pendant la story Asuka Banks Bayley, elle se prêtait super bien. L'aide d'Asuka à la fin est superbe. Non, j'ai surkiffé ce match. Et pour moi, il mérite totalement cette place de 11e avec des notes très underrated aussi, encore une fois. Mon match, mon 10e match, c'est un match New Japan. C'était la finale du Best of Super Junior qui a eu lieu en 2020, en même temps que la finale du World Tag League. C'est Hiromu Takahashi contre Desperado. J'ai vu ce match avec Max, si je me trompe pas, voilà, sur les conseils de Cody, qui m'avait conseillé dans la journée de regarder ce match. J'avais été très vite fait spoilé, très vite fait spoilé, mais dans l'idée,
j'ai adoré ce match. J'ai adoré la dramaturge qu'on a mis autour du match avec le masque. C'est quelque chose qui s'est joué énormément du côté du Mexique. Quand on enlève un masque, on crée un truc autour de dramaturge. Et là, on l'avait. Alors qu'on était au Japon. Takahashi, le gros babyface, Desperado, un heel incroyable qui joue sur la hit tout le long. Et Desperado était superbe. Je me demande pourquoi ils l'ont remasqué, pourquoi ils ont remasqué Desperado. Ça me fait si mal au cœur de voir que Desperado a été remasqué. Mais c'est la vie. Takahashi est un babyface incroyable. Le match a eu 4.25 étoiles pour Lev Mesler et 9.39 pour Cage Match. C'est vraiment un super match que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes plus fan comme moi de VV. Et on continue avec la suite, après ce Hiromu Takahashi contre El Desperado. On continue avec un match de catch féminin, un match qui m'a beaucoup plu. Vous le savez, j'en ai parlé. C'est Rhea Ripley contre Charlotte Flair à WrestleMania 36. Un match qui m'a incroyablement plu, qui a déçu beaucoup de personnes. La preuve, il n'y a 0 note de Dave Mesler. Là-dessus, en tout cas, c'est pas marqué sur Cage Match, donc c'est que elle n'est pas énorme. Mais le match a quand même eu un 8.02 de la part de Cage Match. C'est un match que j'ai adoré à WrestleMania 36 lors de la nuit 2. C'est un match que j'ai vraiment, vraiment extrêmement kiffé lors de la nuit 2. Pour moi, alors beaucoup ont dit oui, ils ont fait que de gueuler toute la nuit. Ok, je peux comprendre, j'ai revu le match. C'est vrai que quand on écoute avec le silence de la salle, c'est beaucoup de c'est chiant. J'en suis d'accord avec vous. Mais ce match est si beau dans l'écriture de la jambe de Ripley, le selling de Ripley sur sa jambe meurtrie que Charlotte Flair essaye d'abîmer pendant tout le match. Cette écriture est sublime. L'écriture de ce match est vraiment très très belle quand on la regarde de plus près. Et j'adore ce match, j'adore Charlotte Flair, j'adore Ripley. Un jour, cette vidéo sortira sur Flair. Pourquoi j'aime autant Flair, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Mais non, j'adore ce match. J'adore ce match et mérite totalement la place de 9e match de l'année pour moi. 8e match de l'année, on repart sur du Roman Reigns bizarrement. Et c'est Survivor Series 2020, Roman Reigns contre Drew McIntyre. C'est un 4.25 par Dave Mesler, bizarre, il l'a pas mis au-dessus. Et c'est un 8.13 de la part de Cage Match. J'adore ce match pour une seule raison. C'est la première fois que je vois à la WWE un match aussi complet en Star Power. Je m'explique. Ce match est pour moi extrêmement complet niveau Star Power. On a Roman Reigns qui est l'excellence de SmackDown contre McIntyre qui est l'excellence de Raw. Babyface contre gros heel. Et ça se ressent. Il y a de la tension. Il n'y a pas le public, mais on sent quand même la tension. Et depuis, j'avais jamais vu ça en live. Sincèrement, j'avais jamais vu deux stars aussi établies, qui dégagent autant de star power s'affronter. Pour moi, c'est un match que j'ai trouvé incroyable. Je pense que lui aussi passe un peu sous la trappe, malheureusement, mais c'est une 8e place totalement méritée de la part de Reigns et Drew McIntyre dans un match que vraiment j'ai surkiffé à Survivor Series. Un des seuls matchs de Survivor Series que j'ai kiffé. C'était très compliqué Survivor Series. Mais là, c'est complètement rempli de bons catchs, de trucs spectaculaires, un peu de dramaturge, un peu d'écriture. C'est super bien booké, c'est trop bien Roman Reigns. Et super bien booké, j'adore Roman Reigns. On passe au 7e match et c'est encore un match New Japan. Enzo, que se passe-t-il? C'est la nuit 5 du G1 Climax 2020, le dernier G1 Climax. Et c'est un de mes catcheurs préférés à New Japan, un de mes catcheurs japonais préférés, c'est Shingo Takagi qui affrontait Will Ospreay. Ce match est incroyable. La situation dans laquelle j'ai regardé est assez marrante. Je l'ai déjà expliqué sur la chaîne Les Rebuts du Catch, mais il y avait des amis à moi qui étaient chez moi. Je l'aurais sûrement jamais vu comme ça. Il y avait des amis à moi qui étaient là, des non-fans de catch. Ils étaient chez moi pour venir dormir parce qu'on avait été à une espèce de soirée le jour d'avant. Ils sont venus chez moi et on se réveille le matin. Je défile Twitter, je vois un tweet de Norbert. Will Ospreay, Shingo Takagi, revanche de la finale du Best of Super Junior 2019. Si je ne me trompe pas, c'est maintenant. Putain, je fais. Oh, attendez, je vais vous montrer quelque chose, les gars. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. On a regardé ça. Je sais qu'à la fin, on était tous. La bouche grande. Vous voyez pas parce qu'il y a le micro devant moi, on était tous. La bouche grande ouverte en mode qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire?
Et ce match est incroyable. Ce match est juste splendide, que ce soit dans les contres, que ce soit dans les prises de Will Ospreay. Ospreay est un catcheur incroyable. Ce match est magnifique. Un bijou de New Japan, pour moi, qui est mon match préféré de New Japan cette année, mais en même temps. Pour être honnête avec vous, j'en avais pas vu beaucoup. L'année prochaine, on aura sûrement plus de matchs New Japan, je n'en doute pas. On passe alors on passe au quatrième match. Non, pas au quatrième match, on passe au sixième match. Désolé, j'avais vu la note du sixième match qui a eu un 4.5 étoiles. C'est Kyle O'Reilly contre Finn Balor à NXT TakeOver 31 et c'est un 9.23. Alors pour revenir juste sur Takagi Ospreay, c'est un 5 étoiles pour un 9.13 de cage match. Là c'est un 4.5 étoiles pour un 9.23 de cage match. C'est un match que je kiffe. Je kiffe ce match, je peux pas l'expliquer. Pour moi il est incroyable, il est écrit à la perfection. La mâchoire de Finn Balor, tout le match est écrit à la perfection. Pour moi, c'est le match qui met Kyle O'Reilly le plus en avant cette année. Et c'est le match qui va propulser Kyle O'Reilly au main event cette année. La revanche était aussi très 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 bonne. L'histoire qui a été racontée aussi sur la mâchoire. On a retravaillé la mâchoire de Finn Balor et tout ça. Elle est... non, de Kyle O'Reilly. Finn Balor s'est vengé, tout ça. C'est superbe. Kyle O'Reilly n'a encore pas gagné, malheureusement. Mais j'y crois en Kyle O'Reilly. Pour moi, il sera main eventer à la fin de l'année. Il sera même champion NXT à la fin de l'année. J'en suis persuadé. J'adore Kyle O'Reilly. Pour le cinquième match, on rentre dans le dur. C'est Asuka contre Sasha Banks à Extreme Rules 2020. Vous allez me dire, mais Enzo, qu'est-ce que tu as trouvé à ce match? C'est un 4 étoiles. C'est un 7.29 pour cage match. Vous allez me dire, mais Enzo, qu'est-ce que tu fais? J'ai adoré ce match. Je peux que être honnête en vous disant ça, j'ai adoré ce match. Cette fin me gâche pas du tout le plaisir parce que cette fin est parfaitement écrite pour tout le reste de l'histoire, en tout cas à mon sens. Cette rivalité était parfaite et le match entre Asuka et Banks, à part un petit botch de Banks qui je sais même pas si c'est fait exprès ou pas, peut déranger. Le match est une tuerie. Du début à la fin, Asuka fait une masterclass, Sasha Banks fait une masterclass. C'est mon dernier match féminin de ce top et c'est sûrement mon préféré de cette année, sans aucun doute. Que ce soit niveau implication, je me rappelle, j'étais comme un fou. C'était Extreme Rules 2020. En plus, Extreme Rules 2020 n'était pas le meilleur des shows. Donc vraiment, merci Asuka et Sasha Banks pour ce match incroyable que j'ai surkiffé. Quatrième match, je vais être obligé de mettre un disclaimer, comme on vous l'a dit dans le DFW. Je vais pas remercier David Starr pour ce match. Je vais surtout remercier Aigle Blanc, vous en doutez, c'est Aigle Blanc contre David Starr. APC Fight for Paris Night 2, comme je l'ai dit aussi dans DFW, c'est un match qui m'a mis l'émotion en live comme je ne l'ai jamais ressenti. Je suis ressorti du match en pleurant limite. Parce que ce match en live à vivre, c'était une claque d'émotion. Voir Aigle Blanc affronter qu'on le veuille ou au moment là, on ne le savait pas. Tout ce qui s'est passé, on ne le savait pas. Au moment là, il était un des meilleurs catcheurs au monde, sans hésiter, je pense. Voir Aigle Blanc affronter vraiment sûrement un de ses goals, hein, on n'en doute pas, sûrement un de ses goals, et prendre autant de plaisir à faire d'autant de bons matchs. Le mec a fait 3 matchs dans le week-end. 3 matchs. Ces 3 matchs étaient très très corrects. Un contre Jet Skylet, un contre Marius Salani et du coup le dernier contre David Starr. Tous ces matchs étaient très honnêtes, mais le dernier contre David Starr pour moi est une claque monumentale. Aigle Blanc est le catcheur en France à suivre avec Senza Volto sans aucun doute. Il est superbe, il l'a prouvé lors de ce match. Pour moi, c'est le meilleur match de Aigle Blanc de toute sa carrière. Il est incroyable. Pour l'émotion vécue en live, pour moi ce match est top 4 obligatoirement. Top 3, FTR contre Young Bucks. AEW Full Gear 2020. Le match a eu 5.25 d'étoiles de la part de Dave Mesler, a été noté 9.18 de la part de Cage Match. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous décrire ce match alors qu'on l'a décrit sur la chaîne des rebuts il y a quelques mois? Ce match est une masterclass de deux équipes qui se cherchent depuis des années, et en plus de ça, c'est sûrement pas le seul match qu'il y aura. C'est une référence complète à des centaines, bon j'abuse peut-être, mais des dizaines d'équipes qui ont fait la renommée du catch par équipe. C'est pour moi la référence à DIY reste la meilleure référence en match que j'ai vu cette année, hein. Clairement c'est le meilleur segment de match que j'ai vu. C'est segment de match, ça se dit pas, mais c'est le meilleur moment dans un match que j'ai vu. C'est le truc du DIY fait par FTR. J'ai popé comme un dingue. Ce match est une masterclass, il est incroyable, il est superbe. Et les Young Bucks, c'est pas la première fois que je les retrouve là. Qu'est-ce que je peux détester Young Bucks à certains moments en mode
J'ai vu le même match la semaine dernière, les gars. Vous m'avez fait le même match. Moi, ça me dérange beaucoup, Young Bucks. C'est pas une équipe que j'apprécie énormément. Mais par contre, quand ils sont face à des grosses équipes et qu'ils doivent pondre un gros match, ils savent quand même écrire des histoires et pas juste être spotter. C'est la preuve avec FTR, ce top 3. Et ce top 2, Young Bucks contre Adam Page et Kenny Omega. Je vais pas mettre ce match. Pour moi, ce match est forcément avant celui de Full Gear. AEW Revolution 2020, c'est le premier gros match tag qu'on a. C'est pour moi le match le plus référencé de l'année, sans aucun doute. Il est rempli de références à Big Deal Leach. Il est rempli de storytelling avec Adam Page à la fin qui se tient à la corde, prêt à faire sa crossline, mais fin de compte, tout va bien. On joue sur qui va turn en fait. Qui va turn. Et à la fin du match, la bonne rage qu'on a à la fin du match, c'est qu'il y a zéro turn. Il y a zéro turn. Et je trouve ça juste fantastique. Ce match est incroyable. Ce match, on doit attendre quand même bien, bien, bien longtemps pour avoir un turn. On doit attendre Full Gear pour avoir le fameux match Adam Page contre Kenny Omega qu'on s'y attend en fait. Le match est superbe. Les Young Bucks, Kenny Omega et Adam Page s'accompagnent hyper bien dans un match qui est très bien. Super bien niveau storytelling, que ça soit super bien in ring, il y a tout dans ce match, il est incroyable ce match. C'est un 6 étoiles par Dave Mesler, ce qui est pas mérité parce que moi je reste sur mon truc de 5 étoiles et tout ça, mais c'est totalement c'est une très très bonne note et c'est un 9.58 de Cage Match. On passe au premier match et je pense que vous le savez parce que vous en avez entendu parler. C'est Ilya Dragunov contre Walter à NXT UK du 30 octobre 2020. Il a eu 5 étoiles par Dave Mesler, le seul match VVE qui a eu 5 étoiles cette année. Et c'est surtout un 9.62 du côté de Cage Match qui est la plus grosse note Cage Match. Non. Non, si, c'est la plus grosse note. C'est la plus grosse note Cage Match de cette année, en tout cas de mon top. C'est un match, je peux pas décrire en fait, je peux pas décrire l'émotion que j'ai ressentie. Pourtant, je l'ai regardé tout seul dans ma chambre et je me suis dit waouh, j'ai jamais vu un huis clos aussi bien servir pour écrire une histoire de match. Et en fait, moi je me rappelle, j'étais en hebdo et j'étais là en mode me spoilez pas, me spoilez pas, me spoilez pas. Je ne voulais absolument pas savoir qu'est-ce qu'il allait se passer, vous en doutez. Moi je voulais absolument garder cette surprise pour une fois que je voulais pas me spoil. Et là je vais le regarder après, je vais faire un petit coucou, je me rappelle à Papy Catch et Jack Jones juste avant. Et Sully aussi, je vois qu'il y a Walter Dragunov. Je fais les gars, je vais vous laisser. J'ai Walter Dragunov à regarder. J'ai été le regarder et j'ai pris une claque, mais pas les claques, pas autant de claques que Ilya Dragunov non plus, mais j'ai pris beaucoup de claques en voyant ce match. C'est un match qui est d'une brutalité incroyable. Je trouve que cette fin est juste fantastique. Cette image de fin où Walter est à terre, où Ilya Dragunov est à terre, où Walter se relève petit à petit, où Ilya Dragunov est occupé par les arbitres parce qu'il se relèvera sûrement pas, avec cette musique, cette douce symphonie de Walter. Cette image est dingue. Parce qu'en fait, la symphonie, avant que ça fasse juste après que ça fasse ça, il y a une musique hyper calme, hyper douce. Et cette musique hyper douce dans une salle vide, on le ressent que c'est vide. Dans une salle vide où on voit Ilya Dragunov en sang par terre, cette image, elle est incroyable. Et ce match est incroyable. Cette image est incroyable. Ce match est incroyable. Pour moi, il restera gravé comme mon match de l'année 2020 sans aucun doute. Pour moi, le huis clos a tellement aidé à ce match. Mais s'il y aurait du public, j'aurais peut-être dit le public a aidé à ce match. C'est un match qui passe partout, on va dire, et il est incroyable, il est fantastique. Ilya Dragunov, Walter est sûrement un des catcheurs que je préfère avec Pete Dunne, je pense. Avec Pete Dunne, Bryan, je pense que c'est les 3 catcheurs que je préfère voir évoluer actuellement. Kyle O'Reilly aussi. Il y en a beaucoup en fait, mais c'est un des catcheurs que je préfère le voir évoluer. Ce match contre l'ami Dragunov est incroyable, et là on va vers un Walter et Kid. Préparez-vous les gars, préparez-vous. On rappelle que Aikid avait eu un 5 étoiles contre Ospreay il y a quelques années. Aikid est capable de faire de super matchs. Maintenant, est-ce que les deux styles vont se marier? J'en suis persuadé. Je suis pressé de voir Aikid Walter qui sera sûrement prétendant au titre de meilleur match de l'année
de l'année 2021. On l'espère, mais voilà, ils ont réussi à se relever NXT UK grâce à Walter, grâce à ce match qui est en top 1. Il y a Dragunov Walter qui est une claque suprême pour ma part. Donc voilà pour mon top 17. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui dure une trentaine de minutes. J'espère avoir été assez court. Comme vous avez vu, les montages, ça n'a pas été le gros point de cette vidéo, mais ce qui était important, c'était le contenu, de bien vous décrire, de bien vous faire comprendre de quoi je voulais vous parler lors de cette vidéo. Et j'espère sincèrement que ça vous a plu. Vraiment, j'espère vraiment que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement, peut-être, je le dis bien peut-être, sur une vidéo sur le graphisme. Je dis bien peut-être parce que la vidéo a été tournée, pour être totalement honnête avec vous. J'ai tourné cette vidéo sur le graphisme et le graphisme le catch, et j'ai demandé à Cody. J'ai envoyé la vidéo à Cody, l'audio plutôt. Je lui ai dit écoute et dis-moi ce que t'en penses, parce que je parle avec mon franc-parler et peut-être que mon message va pouvoir être peut-être mal interprété. Du coup, je voulais avoir un avis de Cody. Peut-être qu'elle sortira, peut-être qu'elle sortira pas. Peut-être, I don't know. Mais le choix est entre les mains de Cody, et peut-être qu'un jour on invitera d'autres personnes, by Frenchy ou d'autres personnes, pour parler du design, parce que c'est aussi important de parler du design. Mais on en reviendra, je pense qu'on en reparlera plus tard. Mais cette vidéo est en préparation. Il y a une autre vidéo aussi sur la carte de WrestleMania qui devrait sortir juste avant le Rumble. Je me suis fait une petite carte, une petite fantaisie, et même peut-être des matchs qui pourraient se passer. C'est pas piqué d'un ton, c'est une super belle carte pour WrestleMania 37. Donc on se prépare tout ça. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, mettre la cloche bien sûr, et lâcher un petit like. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme on dit chez les rebuts, bonsaï. Et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Allez, bye.